Préparez-vous, une nouvelle vidéo de votre série préférée arrive aujourd'hui. Ce sont les meilleures vidéos qui semblent être des mensonges, mais qui sont vraies. Et aujourd'hui, le producteur s'est vraiment surpassé. Il y a une vidéo d'une femme qui était coincée dans une voiture alors qu'un train approchait à toute vitesse. Il y a une histoire angoissante et une vidéo du sauvetage d'un homme coincé dans un navire naufragé depuis presque 3 jours. Il y a aussi une histoire glaçante. Une femme a profité d'une visite chez le vétérinaire pour remettre un papier à une infirmière, laissant tout le monde incrédule. Salut mon beau monde, je suis Su et soyez les bienvenus sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires bizarres, les crimes réels, les théories du complot, les curiosités, toutes ces choses vraiment étranges et folles, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et aimez, commentez, partagez. Parce que tout cela aide beaucoup ici, notre chaîne, et on veut continuer à grandir. D'accord, alors allons-y pour la vidéo. Commençons par faire connaissance avec le personnage principal de cette histoire, Yaren Hills. Gonzalez avait 20 ans au moment de l'incident et était une jeune femme de Greenland, dans l'État du Colorado, aux États-Unis, où elle travaillait comme agente de sécurité, à l'aéroport international de Denver. En parlant de l'aéroport international de Denver, nous avons fait une vidéo vraiment folle sur ce qui se passe dans le sous-sol de cet aéroport. Pourtant, sur la photo, Yaren semble être une fille ordinaire et sympathique, non? Mais apparemment, elle avait un autre côté. Elle était super impulsive, vraiment à fleur de peau. Elle aimait se disputer et adorait provoquer des bagarres. Qui parmi vous connaît quelqu'un comme ça? Et c'est là qu'on arrive à une nuit de septembre 2022. Elle conduisait sur l'autoroute, quittant le travail et rentrant chez elle. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, si quelqu'un lui a coupé la route ou si c'est elle qui a coupé la route à une autre voiture, mais elle s'est retrouvée dans une altercation sur la route. Écoute ça, elle a commencé à poursuivre la voiture de l'homme avec qui elle se disputait et, à un moment donné, elle s'est retrouvée à sa hauteur. Elle a sorti un flingue, l'a pointé vers l'autre conducteur, qui a freiné et l'a laissé partir, n'est-ce pas? Mais ce conducteur a fini par appeler la police et a raconté qu'il y avait une folle. Elle roulait vite en menaçant les autres conducteurs avec son arme. La police locale a été alertée. C'est bien cela, non? Arme, route sombre, voiture rapide. L'alerte qu'une suspecte armée se trouvait sur la route a été donnée par le conducteur qui croisait des voitures de police. Tellement concentrée sur la route, la voiture a des kilomètres, route isolée, fin. Les responsables ont été vaincus, mais cependant, à l'inverse, de façon dramatique, la conductrice a été battue. Voilà la première erreur absurde de cette histoire. Le sergent gare tout simplement le véhicule de police sur la voie ferrée. Je ne sais pas s'il l'a remarqué ou s'il était juste sous adrénaline, mais il a arrêté la voiture de police sur la voie du train. Ça va mal finir. Peu après, 2 véhicules de renfort sont arrivés, dont la policière Jordan Stanker. Comme la plainte disait que la suspecte était armée, ils ont traité l'affaire comme une intervention à haut risque. Ils demandent à Irene de sortir du pick-up en marche arrière, mains en l'air, scène classique de film policier. Et étonnamment, elle collaborait et obéissait à tous les ordres, mais elle a nié tout le temps qu'elle avait une arme dans sa voiture. Il menotte Sirène. Lève-toi, lève les mains, ok, recule, recule, recule. Lève les mains en l'air. Tu as touché un doigt, puis l'autre, je l'ai pris. Bonne tête, bonne. Garde les mains sur ta tête. Ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Garde-les en l'air. Et ils commencent à l'emmener vers la voiture de police. Je peux prendre mon téléphone, s'il vous plaît? La voiture de police est vide, monsieur. Voulez-vous récupérer votre téléphone ou qu'on le prenne pour vous? Ne vous inquiétez pas. Où allez-vous? Nous vous conduisons à la voiture? Pourquoi quelque chose chez vous va-t-il me toucher, effrayer ou blesser? Non, madame, puis-je prendre mon téléphone? Nous prenons votre téléphone. Que se passe-t-il? Je vous le dirai bientôt. Je suis tellement confuse. Puis-je prendre mon téléphone? Je vais prendre votre téléphone pour vous. Prenez un détail. La folle était menottée en train d'être arrêtée et sa seule préoccupation était son téléphone. Cette génération ne peut vraiment pas se passer de son téléphone. Et ce ne sont pas seulement les jeunes. Qui ici a déjà passé 1 heure à faire défiler le fil d'actualité sur Instagram, juste à regarder des choses inutiles? Je sais que oui, hein, mais revenons-en. Voilà, voici la 2e grosse erreur. Au lieu de mettre Yaren dans un véhicule de police qui se trouvait dans un endroit sûr, l'agent décide de mettre la jeune fille sur la banquette arrière.
Dans le véhicule de police arrêté sur les rails, les portes arrière ne s'ouvrant pas de l'intérieur, elle était menottée et coincée à l'intérieur. Franchement, soyons sérieux, n'est-ce pas mes amis? Comment se fait-il qu'aucun des 3 policiers présents n'ait pensé « Hé, est-ce vraiment une bonne idée de garer la voiture sur la voie ferrée ?» Je pense que c'est une bonne idée. Après avoir placé Yaren dans la voiture de police, les agents ont fouillé son pick-up pour trouver l'arme, sur les images des caméras corporelles et du véhicule de police. Le moment suivant donne mal à l'estomac. Vous voyez les policiers fouiller la voiture, chercher le perceur de trous et discuter tranquillement. Mais regardez simplement la vidéo et remarquez qu'on peut entendre un bruit très distinct. Et là, elle conduisait assez lentement. Oui, donc elle aurait pu toucher quelque chose, mais c'était dehors par la fenêtre. Elle aurait pu toucher dehors par la fenêtre. Mais c'est difficile. Non, c'est ça. Toucher de là? Eh bien, mon peuple, c'est un train de marchandises qui arrivait à toute vitesse et qui faisait retentir son sifflet 1 fois, 2 fois, 3 fois, de plus en plus fort à chaque fois. Imagine seulement le désespoir de Yaren. Elle a été la seule à remarquer ces phares du train arrivant droit sur elle. Mais il n'y a rien qu'elle puisse faire. Elle était menottée, enfermée. Alors, elle passe la tête par l'ouverture de la fenêtre, qui était entr'ouverte, et commence à crier désespérément, essayant d'appeler haut. Aucun des policiers ne lui a prêté attention. Ce n'est que lorsque le bruit était déjà tout près, quand il ne restait pratiquement plus de temps pour faire quoi que ce soit. Un policier regarde vers les rails et s'exclame « Oh mon Dieu !» C'est la panique totale. Le policier le plus proche de la voiture réalise qu'il n'aura pas le temps et s'éloigne. Et il assiste à ça comme au premier rang, regarde là-bas. Elle roulait assez lentement, oui. Donc elle aurait pu jeter quelque chose, mais le jeter par la fenêtre, elle aurait pu par cette fenêtre. Mais est-ce que c'est Art? Non, ce n'est pas lui. Ah! Toma checker. Oh. Ta voiture? La suspecte se trouvait dans la voiture percutée par le train. Le train percute la voiture de police avec Irene à l'intérieur. Elle est menottée, enfermée sans ceinture ni possibilité de sortir ou se protéger. La voiture écrasée et traînée sur des dizaines de mètres se renverse et disparaît dans l'obscurité. Ensuite, il ne reste qu'un tas de métal tordu, difficile à croire que c'était une voiture de police. Regarde comme c'est horrible. La policière qui a eu l'idée géniale d'enfermer la fille dans cette voiture de police court vers la voiture et appelle déjà une ambulance. À la radio, tous pensèrent qu'Irene avait été réduite en bouillie dans la voiture de police. Mais miraculeusement, elle était vivante et gémissait de douleur. Elle avait été emmenée à l'hôpital dans un état grave, elle s'était cassé le bras et la jambe, avait 9 côtes cassées, une fracture du sternum, plusieurs dents arrachées, un traumatisme crânien et aussi une hémorragie interne. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, est restée hospitalisée pendant des semaines et a dû passer par une longue période de rééducation avec de la physiothérapie et tout ça. Alors tu me demandes ce qui est arrivé aux policiers qui ont fait cette connerie, n'est-ce pas, Palace? Après la diffusion des images, ce fut un choc général dans la population qui s'est révoltée contre l'imprudence des policiers. Tout s'est vite effondré avec des procès partout. L'officière Jordan Stank, qui a mis Irene dans la voiture de police à l'arrêt là-bas sur les rails, a été traduite en justice en 2023. Un juge l'a reconnue coupable de 2 délits mineurs, mise en danger imprudente d'autrui et agression au 3e degré. Elle a 17 ans. Elle a été acquittée de l'accusation de tentative d'homicide, mais elle a écopé de 30 mois de probation surveillée de 100 heures de travaux d'intérêt général et a finalement été renvoyée de la police. Le sergent Pablo Vasquez, qui a garé la voiture de police sur la voie du train, a conclu un accord. Il a plaidé coupable d'imprudence, a reçu 12 mois de probation non surveillée, a également perdu son emploi et n'a pas fait de prison. Les mairies des villes de Platteville et de Fort Lupton ont été poursuivis par l'IARN en 2024. Ils ont conclu un accord et versé 8,5 millions de dollars d'indemnisation, soit environ 45 millions de réés. C'est l'une des plus importantes indemnités versées par la police. Les avocats de IARN ont affirmé qu'elle souffrirait à jamais de séquelles physiques et émotionnelles. Je ne veux vraiment juger personne, mais j'ai vu son Instagram et je pense que ces 8 millions de dollars ont bien guéri ses séquelles. Vous voyez, vous ne trouvez pas? Au début de la nuit du 26 mai,
2013, 3 remorqueurs étaient en train de remorquer un énorme pétrolier dans le golfe de Guinée. Ils étaient à 32 km des côtes du Nigeria. 2 remorqueurs étaient de chaque côté du pétrolier pour le stabiliser, tandis qu'un 3e était à l'avant, le câble fixé à la proue. Ils remorquaient ce gros navire qui avait des problèmes mécaniques, d'où l'intervention du remorqueur principal. Il y avait 12 membres d'équipage, tous engagés par une entreprise basée au Nigeria. Ils étaient le propriétaire du navire et avaient embauché cet équipage pour aller là-bas et participer à cette opération de remorquage. Un membre d'équipage, Harrison Lekin, originaire du Nigeria, était le cuisinier du navire. Vers 4h45 ce matin-là, Harrison se trouvait dans ses quartiers. Il dormait, mais il s'est réveillé parce qu'il devait se lever avant tout le monde pour préparer le petit déjeuner de l'équipage. Il a constaté que le navire tanguait fort sur une mer agitée, mais lui et l'équipage y étaient déjà habitués. « Je n'aurais jamais pu. J'aurais juste mis les canots à l'eau. » Il se lève alors, déverrouille sa porte et sort dans le couloir. Quand il regarde dans le couloir, il voit que toutes les autres portes sont fermées et verrouillées. L'équipage suit la procédure standard de s'enfermer dans ses cabines, car la région est réputée pour ses nombreux pirates dans le fameux carnet. Et si le bateau est envahi par des apprentis Jack Sparrow, tout le monde est en sécurité, dans leur cabine. Harrison a commencé à marcher vers la salle de bain. Il titube un peu dans le couloir pendant que le navire tangue à cause de la mer agitée, jusqu'à ce qu'il atteigne la salle de bain et ferme la porte. Mais il n'a même pas eu le temps de se soulager, car dès qu'il a fermé la porte, une vague géante a frappé. Le côté du remorqueur a rompu le câble qui était attaché au navire et a retourné le remorqueur. À l'envers, les autres membres de l'équipage commençant à sortir de leur cabine sans rien comprendre, jusqu'à ce qu'une grande quantité d'eau commence à envahir le couloir et que le remorqueur commence à couler. Harrison sortit vite de la salle de bain et réalisa qu'il était debout sur le plafond du couloir. Il a vu 3 membres d'équipage, qui étaient juste devant lui, disparaître dans l'eau qui envahissait le bateau. L'eau atteint Harrison, qui commence à être emporté par le fort courant dans le couloir, jusqu'à ce qu'il finisse finalement dans une autre salle de bain. Il était submergé, et dans tout ce désespoir, il a essayé de nager vers le haut. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'y avait nulle part où aller. Le navire était inondé et il savait qu'il allait se noyer là, sur place. Il a quand même continué à nager. Jusqu'à ce que, soudainement, sa tête perce la surface dans la salle de bain et il prend une grande inspiration profonde. D'une manière ou d'une autre, une poche d'air s'était formée à l'intérieur de cette petite salle de bain. Tout était complètement sombre, il n'y avait plus d'électricité, le navire coulait rapidement et l'eau était glacée. Harrison ne portait qu'un caleçon. Il n'avait ni lumière, ni nourriture, ni eau, et était confiné dans un petit espace avec peu d'air. Il sait que ce sont ses derniers instants et il se souvient d'une prière que sa femme lui récitait toujours avant qu'il ne commence sa journée de travail. Il a récité la prière dans sa tête, attendant la mort. Finalement, le remorqueur s'écrase au fond de l'océan. Maintenant, Harrison se trouvait à 30 mètres au fond de la mer, mais incroyablement, il était vivant. Mais il a rapidement analysé sa situation et a vu qu'il était dans une très mauvaise posture. Finalement, l'air à l'intérieur de cet espace finirait par s'épuiser. Il pouvait mourir de déshydratation, d'hypothermie, puisqu'il avait de l'eau glacée jusqu'au cou. Plus effrayant encore, des requins et autres animaux allaient bientôt entrer dans le remorqueur pour chercher de la nourriture. Il est dans une salle de bain avec une poche d'air et la porte ouverte sur le couloir principal. Et tout son corps est dans l'eau. Cela veut dire que si un requin entre dans le couloir et atteint la salle de bain, il serait totalement exposé. Il a essayé de fermer la porte, mais elle était coincée. Il attendait littéralement juste de mourir, il ne sait tout simplement pas encore comment il va mourir. Même en sachant qu'il était condamné, sa volonté de vivre a été plus forte. Juste à côté de cette salle de bain se trouvait la cabine du capitaine. Il a décidé de plonger et d'entrer dans la chambre du capitaine pour chercher des provisions ou quelque chose qui l'aiderait à rester plus haut dans l'eau. Le problème, c'était qu'il allait devoir faire tout cela dans une obscurité totale et qu'il devait faire l'aller-retour rapidement pour ne pas finir noyé. Regarde comme c'est horrible. Et pendant qu'il essaie de prendre son courage à deux mains, il commence à entendre un bruit affreux de quelque chose qui frappe. À l'extérieur du bateau, c'était une grosse créature marine qui cherchait une entrée. Et tout ce à quoi il peut penser, c'est « je suis complètement exposé. Et si c'est un requin, oh, je suis fichu, il faut que j'aille vite et que je trouve quelque chose pour me sauver. » En entendant les requins et d'autres animaux chasser, il inspire profondément et dans l'obscurité totale, nage jusqu'à la cabine de l'officier. Pendant qu'il nage, il heurte des choses qu'il pense être des corps, il n'en est pas sûr, mais il pense que c'est ça. Il trouve quelques planches de bois dans la cabine du capitaine et il nage.
De retour, il fait plusieurs allers-retours et parvient à construire une structure dans la bulle d'air, jusqu'au point où la moitié supérieure de son corps se retrouvait maintenant hors de l'eau glacée. De plus, alors qu'il était dans la chambre de l'officier, même dans l'obscurité totale, il a réussi, en tâtonnant autour de lui, à trouver une bouteille de soda lampe torche. Il passe environ 24 heures avec la lumière allumée, buvant un peu de soda. Il pensait seulement qu'une équipe de plongeurs pourrait être appelée pour récupérer les corps. Je dois tenir un peu plus longtemps. Il reste là dans cette situation jusqu'à ce que la batterie de sa lampe de poche s'épuise et, au même moment, il entend une grosse bête rôder autour de la chambre du capitaine. Maintenant, imagine cette situation. Tu es au fond de l'océan, à l'intérieur d'un navire qui a coulé, avec une petite bulle d'air. Tu n'as pratiquement pas de provisions pour tenir plus de quelques jours. Et tout est complètement sombre. Un requin, ou peut-être plusieurs, est en train de manger tes amis et maintenant il est littéralement à quelques mètres de toi. Imagine juste la terreur pendant les 36 prochaines heures. Harrison est resté là, écoutant un requin cogner contre la paroi sans attaquer et d'autres frapper autour dans la partie principale du navire. Et si par hasard, le remorqueur se retournait au fond de la mer, cette poche d'air disparaîtrait et Harrison se noierait sur le champ. Il est resté dans cette situation pendant 60 heures quand il a entendu quelque chose qui ressemblait à du métal frappant à l'extérieur du navire. Quelques minutes plus tard, il regarde vers le couloir et voit une source de lumière venant du fond. La lumière a disparu peu après. Il se demande alors s'il hallucine, s'il a vraiment vu la lumière, puis soudain, elle réapparaît. C'était vraiment une plongeuse qui fouillait les cabines. La plongeuse faisait partie d'une équipe qui avait été engagée par la société propriétaire du pétrolier. Personne ne survit 3 jours sous l'eau, alors tout le monde savait que c'était une mission uniquement pour récupérer les corps. La plongeuse nage lentement vers les toilettes où il se trouvait. Harrison tend la main vers la plongeuse. La plongeuse a vu la main et a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un membre d'équipage décédé. Maintenant, imaginez la peur immense qu'elle a eue quand cette main a attrapé et serré la main de la plongeuse. Le plongeur est vivant, il est vivant. D'accord, garde-le ici. D'accord, garde-le ici. C'est là que nous avons cette image incroyable du plongeur arrivant dans cette bulle d'air et tombant nez à nez avec le survivant. On peut voir le visage de désespoir et d'incrédulité de Harrison. Lorsqu'il est enfin retrouvé, ils mettent un masque de plongée à Harrison et le ramènent à la surface. Mais il ne peut pas remonter directement à la surface en raison du temps passé sous la forte pression du fond marin. Je partage le lien d'une vidéo sur un accident impliquant un plongeur travaillant en grande profondeur. Elle détaille le processus de ce sauvetage. Alors, il le place dans une chambre de décompression pendant 60 heures avant de vraiment le ramener à la surface. Voici la surprise de cette histoire à la fin. Si quelque chose comme ça m'arrivait, je pense que je ne remettrais jamais les pieds dans la mer, mais pendant de nombreuses années, je n'ai rien fait en mer. Mais quelques années après le naufrage, au lieu de fuir la mer, Harrison a décidé d'affronter son traumatisme en face. Il est devenu plongeur professionnel en 2015 et le détail le plus symbolique de tous. Son diplôme lui a été remis justement par le plongeur qu'il avait trouvé vivant au fond de l'océan. Regarde, c'est incroyable, n'est-ce pas? Cette histoire s'est produite en mai 2018 en Floride, aux États-Unis. Caroline Richel et Jeremy Floyd formaient un couple vivant ensemble. Mais auparavant, je voudrais envoyer un bisou à Fernanda Catilli de Goiânia et à Lou du Recife. Un gros bisou pour vous. Ils avaient un chien, et le matin du 25 mai, Caroline a remarqué que le chien avait un comportement un peu étrange. Semblant malade, elle a convaincu son petit ami d'emmener leur fils poilu chez le vétérinaire. Sur cette image, vous pouvez voir le couple arrivant à la clinique vétérinaire Dillon Animal Hospital, après avoir enregistré l'animal à la réception. Ils attendent dans la salle d'attente et Caroline va aux toilettes. Elle urine là-bas, puis réapparaît rapidement dans la salle d'attente sur les images. Mais là, quelque chose d'étrange se produit. On peut voir qu'elle s'arrête un instant devant la réception où une vétérinaire et une infirmière sont en train de discuter. Elle s'approche soudain, hésitante, et tend discrètement un papier à la vétérinaire. Dès qu'elle remet le papier, elle s'éloigne rapidement. Pendant que les deux femmes commencent à lire ce qui était écrit sur le papier, Caroline s'arrête encore un instant pour s'assurer qu'elle lise bien le billet.
On peut voir le petit ami apparaître dans le couloir, cherchant un peu sa petite amie, alors Caroline se dirige à nouveau vers la salle d'attente pour le retrouver. Dès que les femmes lisent entre le papier, elles réalisent immédiatement la gravité de la situation et commencent à agir. Qu'y avait-il donc sur ce fameux papier pour les inquiéter autant? Le message disait « Appelez la police, mon petit ami me menace, il est armé, s'il vous plaît, ne le laissez pas s'en rendre compte. » Les femmes alertent discrètement la police et expliquent la situation, tandis que le couple attend que le chien soit pris en charge en salle d'attente. On voit bien que Caroline était angoissée, la pauvre. 15 minutes plus tard, 5 policiers arrivent à la clinique. Ils entrent dans la salle d'attente, maîtrisent Jérémy, le fouillent et saisissent son arme. Caroline assiste à toute la scène, figée entre le choc et le soulagement. Dès que Jérémy est menotté et emmené par les policiers, Caroline s'effondre en larmes et commence à montrer les ecchymoses sur son corps. Elle a raconté qu'il s'était disputé il y a 2 jours à la maison et qu'il avait commencé à la frapper et la menacer, lui collant la perceuse sur la tête tout en la frappant et abusant d'elle. Elle pensait qu'elle allait mourir. C'est alors qu'elle a élaboré le plan de faire semblant que le chien était malade et d'essayer de convaincre Jérémy d'aller chez ce vétérinaire. Incroyablement, même en traversant cet enfer, elle est restée calme et a mené à bien son plan. Les femmes de la clinique méritent aussi des félicitations pour avoir agi avec tant de rapidité et d'efficacité pour aider la pauvre Caroline et arrêter ce monstre. Jérémy Floyd a été arrêté dans la clinique vétérinaire même, accusé de violence domestique, de séquestration, d'agression armée et de possession illégale d'armes. Il avait déjà un long casier judiciaire pour d'autres crimes, comme le trafic de drogue, des vols et ce genre de choses. Détenu sans libération sous caution, il a reçu de nouvelles accusations de harcèlement pour avoir appelé Caroline plusieurs fois depuis la prison, violant l'ordonnance du tribunal. C'est tendu, n'est-ce ou pas? Ces 3 histoires sont vraiment stressantes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire. Abonnez-vous tout de suite et partagez la vidéo. Pour ceux qui aiment les histoires folles, partagez dès maintenant, d'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. Salut! Salut, au revoir, bon, je vais emmener Lulu au parc, d'accord?